À 15 ans, elle entre à Henri IV. À 18 ans, elle étudie le droit à Assas et publie un livre sur l'excellence. Mais entre les deux, il y a l'apprentissage des codes, des silences et parfois du décalage. Mais avant de plonger dans le sujet, jingle! Bonjour et bienvenue dans Saoutipédia, le podcast où la diaspora africaine se raconte, se questionne et se célèbre entre expériences vécues et analyses d'experts. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui touche autant à l'intime qu'au social, l'intégration des écoles élitistes, l'apprentissage des codes et le rapport parfois complexe entre réussite scolaire et milieu d'origine. Un épisode pour celles et ceux qui se demandent ce que signifie réussir quand on ne vient pas du sérail. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Djenia Teka. Alors Djenia, tu as 20 ans, tu es étudiante en droit à l'université Paris-Assas et tu as fait ton lycée à Henri IV. Tu as publié l'année dernière un livre intitulé « L'excellence à l'honneur » dans lequel tu retraces ton parcours scolaire et personnel. Tu es aussi à ton compte en tant que business consultante. Merci beaucoup d'être avec nous Djenia. Comment est-ce que tu vas ? Ça va et toi ? Ça va et vous ? Merci de me recevoir. Mais ça va, super, on est super contente que tu sois là. Contente d'être là également. Ton parcours soulève beaucoup de questions sur l'école, la méritocratie, mais aussi sur l'identité et le sentiment de légitimité. Pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on revienne au point de départ. Quand tu arrives à Henri IV, qu'est-ce qui te frappe le plus en premier ? Le niveau scolaire, l'ambiance ou le décalage social ? Ce qui me frappe le plus, c'est l'architecture. Pour commencer, parce qu'on n'est pas habitué à des moulures. Quand on habite en banlieue, on n'est pas habitué à des colonnes, à avoir le nom de grands hommes gravés en marbre dans ton lycée, à une abeille dans le lycée classé. On n'est pas habitué à tout ça. Donc déjà, ça te choque. Tu te dis, où est-ce que je suis ? Déjà, les musées, j'y allais pas souvent. Alors là, je me suis dit, waouh, ok, quel environnement. Et c'est tout, genre il y a que vraiment l'architecture de l'établissement qui t'a choqué, il n'y a pas d'autres points ? Ah, ça c'était à première vue. Et évidemment, après, l'autre point, ça a été la rencontre avec la CPE, qui est très sympa d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et ce qui est super drôle, on dirait l'intendante dans Barbie, elle est très à l'ancienne, jupe jamais au-dessus du genou, talonnette, très vive, très réactive. Bien coiffée. Toujours bien coiffée, avec toujours impeccable. C'est ça, les ongles toujours faits courts, au service de l'autre. Tu sens qu'elle a fait le catéchisme, quoi. Elle est impeccable. Je me suis dit, waouh, tu vois. Et après, c'est le rapport avec les élèves. Et là, tu vois la différence d'éducation, la différence des mœurs, des différences de délire, les différences culturelles, les différences d'objectifs. Moi, je me souviens, en seconde, j'ai parlé à quelqu'un. Bon, on dit pas les noms. On dit pas les noms. On peut taire les noms aussi. Voilà, c'est ça. En vrai, c'est flatteur. Bon, là, du coup, maintenant qu'on a 20 ans, que la prépa y passait, les concours, on sait pas, c'est chaud. Mais lui, en seconde, il m'avait dit, moi, je serais à Polytechnique. Ok. J'étais en mode, mais c'est quoi ça, Polytechnique ? Après, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Je me suis dit, ah, t'as dit quoi ? Tu vois, c'est plein de choses, ils savaient déjà. Alors qu'il y a un petit manque d'informations quand t'es pas issu de Paris, tout simplement, qui est latent et qui est pour nos communautés, puisqu'on est sur le sujet un peu de la diaspora qui est important à traiter quand même. Ok. Et justement, en parlant du rapport avec tes camarades, tu parles beaucoup de codes dans ton livre. Quels sont les codes qui ont, genre, en termes de langage, de comportement, de références culturelles, qui t'ont marqué et tu t'es dit, ah bah là, ces codes, je les ai pas. Et est-ce que tu t'es dit, est-ce qu'il faut que je les adopte ? Est-ce qu'il faut que je les intègre ? Est-ce qu'il faut que je les rejette ? Ou est-ce qu'il faut que je les modifie un peu à ma sauce ? Un exemple pas trop polémique que j'aime bien donner, c'est la proximité avec les professeurs. Ok. On a une professeure que j'aimais beaucoup, que tu connais, hein, qui était très professionnelle, très pédagogue, très sympathique. Et avant, dans mes établissements, on avait tout intérêt à être limite friendly, enfin amis avec les professeurs. Du coup, quand il y en a une qui venait avec un nouveau collant, une nouvelle coiffure, « Oh madame, vous êtes très belle. Oh madame, et ça mettait une très belle ambiance. Là, Henri IV, c'était un peu élève, reste à ta place. Donc ça, déjà, c'est un exemple de décalage de code. Il y a moins ce côté familial. Il y a moins ce côté familial et je me suis dit que je vais m'adapter parce que quand tu t'adaptes pas, tu sens une friction. Un jour, je suis allée la voir, madame, vous êtes coupé les cheveux, incroyable et tout. Elle m'a regardé en mode, t'as fini. Je me suis dit, en fait, j'ai ressenti une friction. Je me suis dit, là, je vais m'adapter. Okay. Là, je vais m'adapter. C'est un exemple tout bête, mais
C'est des changements auxquels il faut pas être préparé, il faut juste s'adapter. Il faut juste être prêt à s'adapter en permanence. Mais genre, est-ce que tu as décidé de t'adapter sur tous les points? Parce que bon, moi, je te connais un peu. Je sais que tu as quand même ta personnalité qui peut être exubérante vue de l'extérieur. Mais j'ai pas l'impression que tu aies brimé tous ces points de ta personnalité-là. Donc, est-ce qu'il y a des trucs que tu as gardés et que tu tiens du fait que tu es grandi un peu en banlieue, tu vois? Bon, pour rester sur l'exubérance, du coup, on m'avait aussi reproché d'être très exubérant, très de trop. Souvent, c'était justifié. Parce que j'ai toujours eu des tendances un peu bavardes. Et souvent, ça l'était moins. Parce que c'était hors de son contexte et c'était tout simplement un jugement de valeur sur la personne. On m'a dit, tu es de trop, tu dois changer, alors qu'il n'y avait eu aucun contexte, aucune justification, ou aucun comportement inapproprié / déplacé. Et là, je me suis dit, j'en ai parlé à un autre prof déjà pour être sûre que j'étais pas folle. Parce que souvent, on tombe vite dans je me dilue à la javel et je m'adapte. Donc, j'ai vérifié quand même que j'étais pas folle. Et quand j'ai eu cette vérification-là, je me suis dit, OK, là, il y a un changement de valeur. Qu'est-ce que j'en fais? Soit je change et je deviens quelqu'un d'autre, soit je maintiens ça et je fais en sorte que ça me pose plus problème plus tard. OK. Et donc, j'ai décidé de maintenir cet aspect de ma personne sans que ça ne me pose plus problème. Donc, quand je m'adapte à mon environnement. Si j'ai une professeure qui tique un peu sur certaines interventions où je suis trop à l'aise, comme on le dirait, ou même des fois, je dis trop à l'aise, les gens peuvent se dire que je vais tutoyer la prof. Non, c'est juste parler avec plus d'assurance que les autres élèves, par exemple. Où elle s'est dit, mais à son âge, comment est-ce qu'elle peut avoir autant d'assurance, tu vois. J'ai décidé de garder ça et de jauger, parce qu'il y a des gens il y a des professeurs avec qui ça passe, qui aiment bien, qui l'encouragent, il y a des professeurs avec qui ça passe moins. Et là, tu t'adaptes. Okay. Donc, attends, c'était quoi la question déjà? Du coup, est-ce que il y a des codes que tu tiens de ton éducation en banlieue que tu as décidé de modifier et de maintenir à Henri IV pour te mettre en avant? Là, un exemple que j'ai envie de donner comme ça, c'était la journée d'élégance qu'on avait fait. Oui, c'est vrai. Après, je sais pas si c'est un truc de banlieue, mais en tout cas, là, on est sur le sujet un peu de diaspora. La sape, c'est important. C'est vrai. Tu vois, quand tu vas, je sais pas, à un mariage, c'est important. Quand tu vas à l'église, c'est important. Il faut être bien, il faut être propre, il faut être chic. Et souvent, il y a des gens qui se laissent un peu aller. Hein. C'est pas une affaire de moyens ou de milieu. Et en fait, on est arrivé dans un environnement austère où les gens ne célèbrent pas les choses. Tu vois, là, c'est tel jour férié. Encore, c'est même pas notre culture, la culture qu'on nous inculque à la maison. Certains jours fériés. Mais ici, si c'est pas Noël, il y a pas de jour de fête, tu vois. Et on s'est dit, pourquoi pas apporter ça? Et là, on s'était dit, on avait branché tout le monde. Toi, viens en costard, toi, viens ceci, toi, viens cela, la sape, on te prend en photo, on poste sur le compte du CVL, tout ça. Ça, c'est un code qui a rassemblé tout le monde, qu'on a gardé. Okay. Tu vois, cette partie culturelle là, je dis pas que c'est un truc spécialement que tu retrouves en banlieue ou autre, mais c'est une chose à laquelle on était habitué avant, qu'on a voulu conserver et maintenir. On faisait pas mal de choses pour mettre l'ambiance, entre guillemets. Tu vois, non pas que quand t'es de la diaspora, ton rôle c'est de mettre l'ambiance, évidemment, mais c'est une chose qu'on a tenu à conserver, qu'on a bien conservé et qui a eu un bel impact. Ça nous a permis de nous adapter à notre environnement et d'enjoy, quoi. Ouais. Et justement, est-ce que le fait d'avoir navigué entre Assas, Henri IV, ce que tu connaissais aussi, donc ton histoire, ton parcours, etc., a fait qu'à un moment donné, tu as ressenti un sentiment d'imposteur et te dire que j'ai pas forcément ma place ou quelque chose dans ce genre? Quand t'as fait Henri IV, tu peux pas te sentir imposteur à Assas. Franchement, il y a des populations qui se retrouvent, donc il y a des codes que t'as déjà adoptés, donc t'es plus choqué, tu vois. Est-ce que tu trouves que forcément, genre, avoir le sentiment de l'imposteur, ça a un rapport avec le fait que tu aies les codes ou pas? Est-ce que c'est pas juste se dire, peut-être que je mérite pas cette place? Parce qu'on sait aussi que, faut le dire clairement, des fois, il y a des quotas pour les boursiers, il y a des quotas pour certains types de populations. Et des fois, tu peux te dire, OK, certes, j'ai eu des bonnes notes au collège, mais comme je venais pas d'un bon collège, on m'a pris juste parce que je venais d'un collège de ZEP, pardon. Ou est-ce qu'on m'a pris juste parce que je suis boursier, tu vois? Ce sentiment de l'imposteur, est-ce que tu l'as déjà ressenti? Genre, si on part du principe que tu es rentré à Henri IV et que tu venais d'un collège de banlieue. Est-ce que je l'ai déjà ressenti de moi en me disant on m'a pris pour les quotas? Non. Je me suis toujours dit, bah écoutez, tant mieux, hein, parce que c'était une expérience tellement incroyable que finalement, si c'est une affaire de quotas, heureusement qu'ils sont là. C'est drôle, hein, mais ça a eu cet effet-là. Et dans le cas où j'ai pu le ressentir, c'était plutôt quand je voyais le décalage avec certaines autres personnes.
Donc, quand je viens d'arriver en seconde, avant, je parlais pas politique, je connaissais à peine le nom du maire de ma ville, et encore, c'est parce qu'il est actif et qu'il traque ça très régulièrement. Sinon, je connaissais pas. Là, j'arrive, tout le monde parle de la dernière déclaration d'un tel, de ce qui s'est passé à l'Assemblée. Et là, tu te dis, est-ce que j'ai ma place, là, dans cette conversation? Surtout que t'as rien à dire. Vous êtes en groupe de 8, comme ça, chacun apporte sa chose. Et toi, t'es là, t'écoutes. Quoi? Muette. Donc, c'est là où tu peux dire, est-ce que je suis à ma place? Mais après, tu prends les codes, encore une fois, tu t'adaptes. Et la question, c'est tout le temps, qu'est-ce que tu veux? Si tu arrives dans un endroit où tu veux pas être, te casse pas la tête à avoir les codes et tout, qu'il faut quitter. Tu vois, il y a des gens qui sont arrivés en R4 qui sont partis. Si tu veux pas t'adapter aux codes, si tu te sens pas légitime d'être là, si tu te sens pas légitime parce que c'est une phase à passer, comme par exemple les discussions politiques où tu te sentais hors, mais tu sais que c'est de la culture, ça s'apprend. Tu vois, ça se maîtrise, tu ouvres de questions internationales, tout ça, tu refais ta culture, il y a pas de souci. Ouais, ok. Mais si tu sais au fond de toi que cet endroit-là, c'est pas pour moi, pars. Au bout d'un moment, tu vois, on va pas te dire un poisson, on va pas le mettre dans le sable, on voit qu'il galère et on lui dit allez respire, seau d'eau, un verre d'eau, tiens, non, tu vas finir par faire un burn-out plus tard. Si t'arrives à être cadre, tu vas faire un burn-out et après tu vas dire oh non, le système m'a tué. Non, t'es resté quelque part, on voulait pas de toi. Allez où vous voulez aller et après adaptez-vous à ces environnements-là, imposez aussi de qui vous êtes et ça va le faire. Donc c'est pour ça que ce sentiment de l'imposteur, c'est un peu à double tranchant. Pourquoi est-ce que tu te sens imposteur? Parce que de base, tu veux pas être là et tu dois composer avec un environnement qui veut pas de toi et dont toi-même tu veux pas. Donc dans ce cas, va-t'en, va ailleurs où on t'aime et où toi tu aimes l'environnement. Ou est-ce que tu veux être dans cet environnement mais tu sais pas encore comment t'intégrer en fait. Comment t'intégrer. Et là, moi, j'interviens. Maintenant, si tu veux pas être là, je peux rien faire du tout. Ok. Donc, pour ceux qui sont dans la deuxième situation, achetez le livre. Voilà. Exactement. Et justement, tout à l'heure, tu disais que quand tu conversais avec des gens en R4 dans tes débuts, tu te disais, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que, je suppose que tu vis encore en banlieue, quand tu rentrais en banlieue et que tu étais en contact avec des gens qui vivaient dans les mêmes endroits que toi, tu te disais, là, quand je converse avec eux, je trouve qu'il y a un décalage. Je me sens plus en accord avec ce dont vous parlez, ce que vous vivez, etc. Oui, c'est venu un peu après, mais c'est surtout d'abord venu d'eux. Hein. Excuse-nous la parisienne, excuse-nous, tu traînes avec tes gens là-bas, les enfants d'eux, alors que bon, il n'y a pas que ça, tu vois. Après, quand t'es en R4, tu sais qu'il y a aussi de tout, entre guillemets. Il y a une petite mosaïque, voilà. Mais c'est j'allais pas dire le rejet, on va pas abuser, mais la mise à l'écart se fait d'elle-même. Hein. Et même, tu développes un humour différent, tu développes une façon de parler différente. Moi, on m'a toujours dit que je m'exprimais bien, que j'avais une bonne façon de parler, que... Bon, on m'a toujours dit que je m'exprimais bien, mais bizarrement, une fois que je m'exprime bien après de passer en R4, oh là là, depuis que t'es en R4, tu vois. Donc, je suis en mode, bon, ok. Et après, ça t'éloigne. J'ai fait 3 ans là-bas, tu changes, tu deviens adulte dans cet environnement-là, donc tes valeurs changent. T'as plein de choses qui s'adaptent un peu. On prend aussi les décisions en fonction de notre niveau d'information. Donc, c'est des milieux où tu as toute l'information du monde, contrairement à, par exemple, moi, en tout cas, la banlieue dont je suis originaire, où il y a beaucoup d'informations qui sont masquées. Donc, par défaut, tu prends des décisions avec plus de hauteur sur certains points, en tout cas concernant l'orientation scolaire, le réseau, la façon dont tu vas te présenter au monde. C'est plus pareil. Ouais. Et il y a des gens qui ne s'y retrouveront pas, qui décideront de te mettre de côté. Comme toi, tu décideras de les mettre de côté parce qu'ils vont peut-être pas dans la même direction que toi. Et voilà, c'est la vie. Hein. Okay. Et justement, est-ce que ça a changé un petit peu ton rapport à ton milieu d'origine, ta famille, ton quartier Est-ce que ça a changé la manière dont tu percevais les choses avant que tu rentres dans ces milieux élitistes-là? Est-ce que mon rapport a changé quand je suis sortie dans les 4 ou est-ce que mon rapport a changé Oui, quand tu es sortie. En fait, peut-être que avant que tu rentres en Henri IV, tu avais une certaine perception de choses, de la vie, de la politique, etc. Est-ce que le fait d'être passé par là a changé ta perception quand tu es sortie? Bon, mon cas est un peu particulier parce que j'ai toujours eu des idées assez arrêtées sur les choses. Et je Comme dirais quoi, que... par exemple? Bon, on a des... Faut illustrer, faut dire les termes. On a souvent des idées, par exemple, la reproduction sociale. Souvent, bon, c'est pas tout le monde, encore une fois, tu vois, mais souvent, on peut avoir tendance à se dire qu'on baigne dans un milieu où souvent, il peut y avoir de la pauvreté autour de toi.
on peut développer une philosophie un peu fataliste. Ok. C'est comme ça, de toute façon, et le système, et ceci, cela, et dans toute façon, lui, dans sa famille, il y a quelqu'un qui a été maudit il y a très très longtemps, donc c'est pour ça que ses enfants sont comme ça, et beaucoup, tu vois, beaucoup de téléologie, on remonte très 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 loin, alors que souvent... Emmène ton enfant à la bibliothèque. Oui. Tu vois. Tu vois. Non, il y a des choses où, quand j'avais 15 ans, ou 13 ans, ou quoi, je me disais, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Moi, je veux sortir de ça. Hein. Je sais pas comment je vais faire, mais c'est quoi ça ? Tu vois. Et les gens, ils se disputent. Des fois, c'est des montants ridicules. Tu vois, je savais que ça, c'était pas ce que je voulais depuis. Mais je savais pas l'expliquer. Okay. Et ça venait du fond de mon cœur. Je me disais, non, ça, c'est pas possible. C'est impossible à ton âge, j'ai ce genre de problème. Ok. Impossible. Non, mais quand même. Tu vois, t'as des gens avant, bon, maintenant, 26 ans, c'est plus très loin. Mais avant, je voyais des gens de 26 ans qui vont se disputer. Il y en a un qui doit 15 € à l'autre. Tu vois, plein de trucs comme ça. Je me disais, mais est-ce que je me projette comme lui à son âge ? Non. Mais je savais pas t'expliquer pourquoi. Ok. Maintenant, quand tu passes dans ce genre de milieu où tu vois des gens qui ont des situations complètement différentes, là, tu te rends compte que, le capital culturel, c'est compliqué. La façon de gérer tel problème, c'est compliqué. C'est vrai qu'avec un peu des réseaux, elle est tellement compétente. C'est juste du réseau qui lui manquait, mais elle sait pas. Ok. Et elle, dans sa tête, les gens qui ont du réseau, c'est des francs-maçons. Tu vois. Plein de petites subtilités comme ça où tu dis, oh là là, c'est là d'où ça vient, en fait. Ok. Et justement, le sentiment dont tu parlais, où tu te disais, bah là, j'ai pas envie d'être dans ce genre de situation quand je serai plus âgée. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à te rendre à Henri IV ? Est-ce que ça a fait partie de ta prise de décision ? Au départ, je connaissais pas Henri IV. J'ai connu Henri IV par hasard, mais je pense honnêtement, pas pour faire la sorcière du coin, mais c'est quelque chose que je vibrais, c'est quelque chose que je manifestais. On m'en aurait pas parlé si j'avais pas émis le désir un jour parce qu'on m'avait dit que je parle trop et que je ralentis. C'est là où j'ai émis pas le cri, mais le désir. Je me suis dit, mais il y a pas un endroit où on serait que des premiers de la classe, là, on va pas me bully parce que je parle trop, parce que j'ai fini les exercices en avance. Il y a pas quelque part où je vais pas être... on va pas dire stigmatisée, mais je vais pas ressentir cette petite frustration, c'est une enfant de 12 ans qui parle, donc voilà, de finir les exercices en avance, entre guillemets, et d'être mise à l'écart et de pas pouvoir parler, enfin, tu vois. C'était quelque chose que je vibrais, cette frustration. Et c'est pour ça qu'il y a un mec qui m'a dit, oh, mais moi, de toute façon, au lycée, je suis à Lu-le-Grand, je suis plus ici, machin. Mais si j'avais pas ouvert ma bouche pour dire ça, il m'aurait jamais parlé de ça. Il aurait fait son plan avec ses parents, chez lui, et moi, je serais restée là où je devais rester. Tu vois, donc, et même ces petites plaintes et tout, dans ma famille, on le sait. Des fois, je vais dire comme ça, on va dire, pardon, c'est génial. C'est génial, la star. Quand elle sera grande, si tu es pauvre, tu vas souffrir. Tu veux plein de trucs comme ça. C'est-à-dire, quand il y aura des opportunités, on va penser à toi. On sait que toi, tu es particulièrement ouvert d'esprit. On sait que toi, tu n'es pas fermé à rencontrer de nouvelles personnes. On sait que toi, dans 5 ans, tu veux faire ça, donc on va te présenter ça. C'est qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu renvoies aux gens. T'es quelqu'un à problème, on va jamais... Enfin, tu vois, qui est-ce que tu es et qui est-ce que tu incarnes. Est-ce que la personne que tu veux être, ça se voit. Et quand ça se voit, les gens veulent t'aider tout le temps. Les gens t'amènent des opportunités tout le temps. Et est-ce que tu t'es sentie soutenue dans cette démarche par ta famille, tes amis, etc. Parce que on peut avoir, nous, envie de certaines choses, mais si on n'a pas cette représentation-là dans notre entourage, par ta mère, ton père, ta tante, etc., tu peux te dire que je suis différent, je suis unique dans cette démarche-là. Est-ce que toi, c'est un sentiment que tu as eu ou tu t'es sentie soutenue justement par ton entourage ? Bon, deux choses l'une. La première, c'est que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Donc, les trucs de je suis seule à être comme je suis, je suis sans pareil, personne ne me ressemble, ça suffit quoi. Au bout d'un moment, tu as TikTok, dans tes pour toi, il y a des gens, l'algorithme t'a analysé tes goûts, il t'envoie. C'est pour ça que je dis c'est important de savoir ce qu'on est et de savoir ce qu'on incarne. Et après, tu vas attirer à toi certaines choses et si même dans ta famille t'as incompris, sur Internet, il y a forcément quelqu'un, une personne à laquelle tu pourrais t'identifier ou qui pourra te comprendre. Tu vois. Et maintenant, pour répondre dans mon cas personnel, l'identité, elle est tellement forte que il y a des choses qu'on ne peut pas brimer. Tu vois, tu peux brimer un petit désir comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens dans la famille, et ça, j'en ai déjà parlé avec quelqu'un en plus, qui ont toujours voulu plaire à leur famille, ce qu'on appelle aussi comme nous un people pleaser et tout.
Et du jour au lendemain, oh, je vais lancer un business. Bah, tu m'étonnes que ta mère rigole un peu. Hein, tu vois, tu fais pas ton lit le matin, t'as un peu de mal sur 2-3 trucs et tout. Pour parler en public, c'est compliqué. Et là, tu lui dis, je vais devenir Elon Musk. Tu vois, elle rigole parce qu'elle rigole, mais ça veut pas dire qu'elle croit pas en toi. C'est juste que t'as pas toujours incarné ça. Donc, il faut accepter aussi que les gens vont pas te soutenir automatiquement. Tu vois, mais dans mon cas, en tout cas, l'identité, elle était solide, elle était forte. C'est-à-dire que tu peux te moquer, même je m'en fiche. Je vais aller à la bibliothèque, je vais aller à une soirée lecture, je vais aller au musée. Même tu n'as qu'à rigoler, c'est pas grave. Et là, tu veux que les gens disent quoi? Ils vont dire, ah, faut la laisser. Tu vois, c'est toujours comme ça. Donc, il faut juste incarner ce que t'es. Et on va te laisser tranquille et assumer ce que t'es aussi. Je dis pas qu'il faut crier sur tous les toits, je suis, parce que le monde est ce qu'il est. Mais il faut manifester, c'est un peu fragile parce que c'est plus profond que ça. Il faut vraiment prendre en main qui tu es. Et il faut que ça se voit. Et c'est un travail de tous les jours. Ouais, vraiment, pour pas te perdre. Un travail de tous les jours, ouais. C'est ça. Et pour pas aussi renvoyer des impressions incohérentes. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on sent le combat d'idées dans leur comportement. Un jour, ils se comportent avec comportement A, et la semaine d'après, ils se comportent avec comportement B. C'est vrai. Peu de cohérent dans sa personne. Après ça, dans la jeunesse, je trouve que ça passe dans le sens où tu te cherches encore, mais peut-être un peu moins montrer ta personnalité tant qu'elle n'est pas affirmée, en fait. Donc, pour éviter de refléter cette incohérence dont tu parles, justement. Ouais. Parce que c'est aussi un parcours. Parce que je me dis, quand tu es très jeune, tu sais pas exactement qui tu veux être. Il y a des gens pour qui c'est très arrêté, hein. C'est très jeune, ils savent où ils veulent aller, etc. Mais quand tu te cherches, tu as certaines qualités intellectuelles ou autres, tu sais pas trop quel chemin prendre. On te dit ça, l'autre te dit A, l'autre te dit B. Donc toi-même, t'es un peu, entre guillemets, dans ce conflit-là de est-ce que je m'écoute, est-ce que j'écoute la petite voix qui est à l'intérieur de moi, est-ce que j'écoute les conseils qu'on me donne, tu vois. Donc je me dis, c'est aussi un cheminement à un moment donné de se dire, ok, je me connais, j'ai envie de faire ça et je vais m'écouter, je vais y aller, tu vois. C'est pas quelque chose d'inné ou d'acquis pour tout le monde. C'est ça, mais justement, il faut garder le qui je suis. Tout à l'heure, je donnais l'exemple du bon et entre guillemets qui veut devenir Bill Gates, tu vois, et que sa maman on rigole. Lui, il sait qui il est. Sa mère, elle l'a éduqué, certes, mais il y a que lui qui sait ce qui brûle vraiment au fond de son cœur. Si c'est vraiment ce que tu veux, même si hier tu as été en semaine B de comportement et la semaine d'avant tu as été en semaine C de comportement, maintenant tu sais que c'est toi, juste tiens-toi. Va pas écouter les autres. C'est normal de se perdre, de se chercher et tout, mais il faut rester fidèle à soi-même. Écoute-toi. Ouais, et je pense que ça, c'est une certaine difficulté que tout le monde n'arrive pas forcément à surpasser, entre guillemets, parce qu'on vit en société et t'as des frères et sœurs, des cousines, des tantes, et donc t'as envie de les écouter parce que tu les aimes, déjà, et parce que tu dis aussi qu'avec l'âge, tu prends de l'expérience, donc... mais après, faut pas leur reprocher de pas croire en toi. Si t'écoutes tout le monde, faut pas leur... Enfin, tu vois, tout, admettons, ok, on est copines. Je sais que tu écoutes B, C, D. Demain, tu me dis, non, je suis convaincue que... je valorise pas ton jeu. Oui. Tu vois, je vais dire, ok, il y a quelqu'un qui va la faire changer d'avis dans 2 semaines. Tu vois, et je vais pas te prendre au sérieux. Au bout d'un moment, les gens se plaignent. Souvent, il y a un enchaînement de cause à effet. Il faut changer les choses. C'est un cheminement avec le soi, l'amour de soi, la confiance en soi aussi. Et ça, c'est tout le charme de l'adolescence. Par contre, en tout cas, moi, ce que je dis à ma petite sœur qui a 17 ans, à quel âge la fille là? Tu ne connais pas l'âge de ta sœur. Non, mais j'en ai beaucoup. C'est bon. Le cliché sur les familles nombreuses. Ouais, et des fois, franchement, pour revenir à la question de tout à l'heure des codes, faut accepter d'être un peu cliché. Hein. Des fois, je suis un peu cliché et j'accepte. Tu vois, des fois, je fais des trucs et tout, je me dis, purée, je suis tellement camerounaise. Des fois, je me dis, oh, purée. Mais je me dis, mais j'ai tellement une mère camerounaise. C'est dingue. Ou des fois, à contraire, je me dis, mais je suis tellement française. Quand je parle avec une de mes tantes, big up à Tata Mireille, en vrai. Je me dis, purée, je suis tellement française. Donc, faut juste s'accepter. Oui, c'est vrai. De se conformer tout le temps. Faut juste accepter, même si c'est cliché, même si voilà, c'est encore une fois, toi, t'es qui à l'intérieur? T'es un mix des deux, très bien, on fait comme ça. Parce que justement, essayer d'aller toujours à l'encontre du cliché, je trouve que c'est être dépendant de ce cliché, en fait. C'est comme rentrer dans ce cliché, parce que tu te fondes sur ça pour prendre tes décisions. Donc, en fait, t'es esclave de ce cliché. Tout comme une personne qui suivrait complètement ce cliché. Moi, c'est mon avis. C'est comme les personnes qui ont eu des parents abusifs. Je serai jamais comme mes parents, je déteste mes parents, et après qui deviennent des parents abusifs. Concentre-toi, accepte, fais ton travail. Laisse la vie des gens. Clairement. Mais tu parlais de quelque chose, je pense que t'as oublié. Oui, en plus, j'étais en train de me dire, mais j'étais sur quoi déjà? Et donc, ce que je dis souvent à ma petite sœur, qui a 16 ans maintenant et qui va bientôt être une jeune adulte, parce que souvent, t'as l'excuse facile du « mais je suis jeune ».
Mais tant pis. Mais c'est pas grave. Mais c'est qu'une faute. Mais c'est un comportement normal. Mais je suis une adolescente, vous m'en demandez trop. Le comportement que tu as à 16 ans, là, tu auras le même comportement à 22. Tu auras le même, à moins que quelqu'un vienne dans ta vie, te choque, te fasse une dinguerie, que tu deviennes quelqu'un d'autre. On se connaît depuis qu'on a 15 ans. On est les mêmes personnes. On est juste devenus plus matures sur 2-3 points. On est exactement les mêmes personnes. Non, c'est vrai. Donc, les vices que tu gardes et que tu justifies par « Oh, je suis adolescente. Oh, je me cherche, machin », tu vas toujours te chercher à 26 ans. Je croise des gens, ils se cherchent toujours à 47 ans. Hein. C'est vrai. Tant qu'il n'y a pas de prise de conscience. C'est ça, faut juste diffuser le message, apprenez à vous connaître, prenez du temps pour vous, et quand vous êtes adolescent, vous avez tout ce loisir-là. On est à un moment donné, il faut quand même apprendre à savoir qui on est pour pas regretter ses choix de vie. T'as des gens, ils ont eu des familles, ils ont eu des enfants, ils apprennent à se connaître à je sais pas quel âge, et ils ont fait des dégâts derrière eux. Ils ont fumé la vie par les deux bouts. C'est vrai. Et du coup, tu as écrit un livre qui se nomme L'excellence à l'honneur, donc on l'a avec nous. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre aussi jeune et à qui tu voulais t'adresser en priorité en écrivant ton livre? J'ai toujours été marquée par une fille avec laquelle j'avais été acceptée en Henri IV et qui avait dit « Ah non, moi j'irai pas, c'est Paris, je connais pas, les gens là-bas et tout, j'ai trop peur qu'on me rejette. Ah non, moi je suis bien là d'où je viens, je connais pas, je préfère vraiment pas, non, j'ai trop peur, je veux pas... Ah non, ça me fait trop peur. » J'ai repensé à cette fille en étant diplômée, là. J'ai dit, mais attends, elle a raté. Elle a raté tout ça pourquoi? Pour 2-3 peurs comme ça? C'est ça. Et ensuite, en me renseignant un peu, j'ai vu que c'était monnaie courante dans nos communautés. On peut pas faire des choses exceptionnelles souvent parce qu'on se dit c'est réservé à une certaine catégorie de population. Même écrire un livre, hein, on m'a dit t'es folle et tout. Légitimité, encore une fois. Tu te sens pas légitime d'aller dans des milieux un peu élitistes à la française parce que... Pourquoi? Est-ce qu'on a dit sur le dossier il faut faire partie d'une certaine catégorie? Non. Donc en vrai, tente ta chance. Et j'ai vu que c'est avant même de parler des quotas, de toutes ces histoires-là, toi, en tant que personne issue de la diaspora, est-ce que tu tentes ta chance? Et la plupart des gens, c'est non. J'ai pas ma place là-bas. Non. Enfin, on a un très bon exemple, hein, on citera pas son nom, mais quelqu'un qu'on aime beaucoup d'ailleurs, Big Up, qui est parti, parce que souvent, elle se posait ces questions-là. Tu vois, elle va avoir une mauvaise note au lieu de se dire bon, écoute, là, qu'est-ce que je peux mettre en place? Là où à côté, quelqu'un qui a grandi dans des milieux un peu favorisés, il va dire à sa mère écoute, prof particulier, ou elle va dire purée, mais en fait, tout le monde y arrive à peu près, moi, j'y arrive pas, j'ai pas ma place ici. Ça confirme que j'ai pas ma place ici. Il y a déjà ce complexe-là, mais ce plafond de verre. Et on peut pas blâmer des enfants. C'est des parents qui t'y font pas penser. Des parents qui te disent pas ouais, mon enfant, il ira dans telle école parce qu'il peut. Oui, c'est clair. Tu vois, et même c'est rare dans nos communautés. Les parents qui sont impliqués dans les parents d'élèves, les CVEC et tout ça, on les voit en alien. Ma mère, elle a jamais fait une seule réunion truc parents là. Elle répond même pas quand les parents délégués l'appellent. Tu vois, tu voyais une maman et tout impliquée comme ça, tu disais mais c'est la magie. Non, c'est clair. Donc c'était vraiment pour diffuser ce message-là que vous pouvez. Et là, quand je vois l'impact, quand je vois ma nièce qui me dit « Oh, moi, j'ai Henri IV et tout, j'ai 18 », je suis en mode « Mais oui, enchaînement logique, pourquoi pas ?» C'est ça. Pourquoi pas? Je te ferai une lettre, t'inquiète. Tu mettras ton nom, tu leur diras bah, oui, j'étais là-bas. Mais oui, on va coopter l'enfant là. Donc voilà, oui, j'ai pensé à elle pour répondre, pour conclure la question. J'ai pensé à elle, j'ai pensé à d'autres. J'ai même pensé à moi, hein, parce que moi, je suis une fonceuse, je suis allée. Mais je me suis quand même dit, t'es sûre de ce que t'as fait là? Tu vois? J'avais déjà tout rempli, tous les papiers évidemment. Hein. Mais après, je me suis dit, attends, t'es sûre? Tu connais quand même personne, non? Donc, si, je connaissais de très très loin une personne qui avait été acceptée aussi. Mais je me suis dit, bon, génial. Et je suis allée sur YouTube, j'ai regardé des documentaires, on a vu des trucs à l'ancienne. Les profs, ils avaient encore 20 ans. Quand tu fais tes recherches, tu vois rien du tout, en fait. Tu vois rien. Tu dis, est-ce qu'on va pas me sacrifier là-bas? Tu vois, t'as encore les croyances à l'ancienne. Tu te dis, mais oulalalala, t'as une peur sous-jacente, mais pourquoi? Tu vois, et là, je veux qu'un petit quatrième, là, il fasse ses petites recherches. Henri IV, il tombe sur l'excellence à l'honneur, il lit, il voit, moi, j'y suis allée, je lui ressemble peut-être à peu près ou pas. Et s'il ne s'identifie pas à moi, dans le livre, il y a le témoignage de quelqu'un qui vient de la campagne, de quelqu'un qui vient de la banlieue, de quelqu'un issu des minorités, de quelqu'un de blanc et de garçon, de privilégiés, de moins privilégiés. Et je veux qu'on s'y retrouve, parce que c'est pas juste un problème de diaspora, hein,
c'est un problème d'appartenance. C'est ça. Il y a quelqu'un qu'on connaît très bien. Voilà, d'estime de soi, qui est à la campagne. Il a l'argent. Il y a la piscine là-bas dans sa maison. On est venu lui parler comme si. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas de Paris. Donc, c'est un problème universel. Mais il était issu de la noblesse de campagne. Mais voilà, c'est ça. Faut s'y connaître un peu, c'est tout. Tu vois, il a même plus d'argent que tes parents, peut-être. Tu vois ? Non, clairement. Et justement, moi, ça me fait penser à quelque chose parce qu'en ce moment, je me pose la question. On parle souvent de mérite. Est-ce que tu dois mériter quelque chose ? Il faut bosser pour mériter les choses. Mais en fait, cette notion de mérite, moi, je la remets en question. Je me dis que c'est juste une justification pour que les autres acceptent quand tu réussis quelque chose. Mais en vrai, en soi, quand tu fais quelque chose, est-ce que tu as vraiment besoin de le mériter ? On s'en fout que tu le mérites. Moi, c'est ce que je pense. C'est juste pour que les autres, ils puissent être en mode, bon, ok, si elle a ça, c'est parce qu'elle le mérite. Si elle est riche, c'est parce qu'il y a quelqu'un dans sa famille qui a bossé pour qu'elle soit riche. C'est pas juste parce qu'elle est née et qu'elle en profite. Mais en vrai, la notion du mérite, je trouve que ça n'a pas d'impact sur ta façon de profiter, de jouir d'une chose que tu as obtenue, en fait. Après, concrètement. Tout est une question de perception. C'est comme là, récemment, on a vu dans les actualités, il y a eu le procès que notre cher Mbappé a remporté, tu vois, avec une belle indemnisation. Tu vois. Et les gens étaient choqués, mais il n'est pas déjà suffisamment riche, tout ça, parce que dans l'imaginaire collectif, tu peux pas être multimillionnaire et puis tu as des problèmes, et puis tu es une victime, et puis tu vas au prud'homme. Ouais, c'est ça. C'est encore la question, est-ce qu'il mérite cet argent ? Bah oui, il a subi un préjudice. Maintenant, maintenant le reste c'est politique. N'entrons pas dedans. c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi une question de culture et de mentalité, tu vois. Dans le sens où, par exemple, en France, il y a l'histoire qui précède toutes ces pensées-là. Il y a eu la monarchie, les gens en ont eu marre, et donc ils se sont révoltés. Exactement. Et donc, ils ont du mal avec la richesse, je pense, qu'une personne détienne beaucoup de richesse, etc. Et donc, pour que ce soit légitimé, faut qu'on ait l'impression que tu l'aies mérité, faut qu'on ait l'impression que tu travaillais pour ça, etc. Donc je pense aussi qu'il y a ce volet social et culturel là où par exemple aux États-Unis il y a pas du tout ça. Si tu vas de l'avant, tu vas chercher ta chance, etc. Tu vas travailler, tu vas chercher l'opportunité. Personne va venir te remettre en question le fait que demain t'es riche et tu flexes en fait. Exactement, c'est normal que tu flexes. T'as raison. Tu vois. C'est donc pas je pense qu'il y a un volet social et culturel aussi fort à ce niveau-là. Grosse différence. Aujourd'hui, concrètement, comment est-ce que tu fais vivre les idées de ton livre dans tes actions ? Alors, à ce niveau-là, j'interviens dans des classes. Okay. J'ai investi, franchement, il faut en parler, hein. J'ai investi dans une soirée de lancement. Cette soirée. Ah là 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 là. Franchement, bon, évidemment, hein, c'était aussi pour mon plaisir personnel, parce qu'il faut apprendre à célébrer ses réussites, et je trouve que c'est aussi quelque chose que dans nos communautés, on n'a pas trop. Et évidemment, le mot réussite, on le remet dans son contexte. Voilà, j'ai réussi à mener un projet à son terme, donc c'était pour célébrer ça. Je n'ai absolument pas encore réussi ma vie. Et l'objectif, c'était aussi de faire connaître ce livre. Donc, j'ai invité un maximum de personnes. La tranche d'âge, c'était plutôt du 18-24. J'ai demandé aux gens de venir avec leurs petits frères et sœurs. Et le message s'est assez bien diffusé. Par la suite, j'ai eu 2 opportunités, des professeurs qui m'ont appelé pour intervenir dans des classes. Je suis intervenue dans des classes, j'ai pu parler aux élèves dans différents parcours. Et t'en as plein qui se retrouvaient énormément dans ça, tu vois. Qui se disaient, moi, on m'a toujours mal orienté, on m'a toujours dit que bon... j'étais pas mal et ma destinée était à peu près ça, alors que je mérite tellement mieux. Oui. Je mérite tellement mieux parce qu'en fait, ils te voient et ils se disent, mais elle a rien de plus que moi. Et ils se disent, bah pourquoi moi je le ferais pas ? Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de déifier les gens qui ont fait les grandes écoles et puis de maintenir le mythe. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est que si tu peux, va. Parce que c'est ça, à la fin, tu auras un bon diplôme, c'est pour toi. L'objectif, c'est pas que tu sois en admiration, oh, il a fait telle école, wow, incroyable. Non, toi aussi, si tu as les capacités, va. Et puis concrètement, l'idée derrière le fait de candidater dans des bonnes écoles et tout, c'est de développer une mentalité. Parce que justement, j'avais soutenu une mère qui voulait faire à tout prix rentrer son fils à Henri IV au Louis-le-Grand. Et malheureusement, il n'avait pas été pris. Mais ça changerait en fait qu'il avait des résultats excellents et qu'il était dans un bon établissement. Mais en fait, il y a un nombre de places limité. Donc tout le monde ne peut pas entrer. Et du coup, elle était vraiment dévastée. Et pour elle, genre, le fait que son fils ne rentre pas, et même comme elle avait cette mentalité, forcément son fils a eu la même mentalité. Comme il n'a pas pu rentrer, c'est que il n'avait pas le niveau, qu'il ne pourrait pas aspirer à plus. Et ce que j'essayais de lui faire comprendre, et malheureusement, des fois, les gens ont un peu du mal avec cette mentalité-là, c'est que en fait, il faut que tu aspires à plus et c'est un choix personnel. Personne ne va y croire à ta place. C'est-à-dire que la décision, il faut que tu la prennes de toi-même et que tu mettes tout en place pour y arriver. Et
je trouve que c'est une question de tempérament, mais c'est pas parce que tu vas tout mettre en place que ça va forcément réussir. C'est la vie, en fait. Il y a des aléas, il y a des trucs que tu contrôles pas. Et donc, même si tu mets tout en avant de ton côté, il y a des chances pour que ça ne fonctionne pas. Et pour autant, il faut que tu prennes le choix de te dire, en fait, entre la vie que j'ai actuellement et la vie que je vais tenter d'avoir, est-ce que je préfère rester dans la situation actuelle ou être dans un perpétuel chemin pour tenter d'améliorer ma vie, quitte à atteindre certaines étapes. Genre, par exemple, si on dit que tu as des étapes de 1 à 10, tu vas atteindre l'étape 1, 2, 3, et tu vas te stopper à la 3, parce que, en fait, c'est ta vie, c'est ton destin, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que tu préfères justement lutter pour atteindre cette étape 3, ou est-ce que tu préfères rester à l'étape 0 ? Je trouve que c'est un choix à prendre, et c'est une mentalité à avoir. Et surtout, tous les chemins mènent à Rome. Exactement, c'est un autre chemin. Il faut avoir un peu de foi, certes. Ou il faut juste bien se connaître. Si tu sais que ce que tu veux, c'est ça, peu importe par où tu vas passer, tu sais que tu vas arriver là-bas. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, j'arriverai là-bas. Qu'Henri IV veuille de moi ou pas. C'est ça. Et ça peut être un peu paradoxal parce que j'ai axé mon livre sur les grandes écoles, mais au fond, on s'en fiche. On sait qu'il y a un système. Tu passes par le système, c'est plus facile. Mais il y a très bien des gens qui ont contourné. Et même là, il n'a pas été accepté Henri IV, il est resté dans le système scolaire. Ouais, il est allé dans un très bon lycée. Hein. Ah là. Ma mère ne veut pas me croire, mais il est dans un très bon lycée. Voilà, c'est pas la fin du monde. Aujourd'hui, regarde, on a fait Henri IV, t'es à Dauphine, je suis à Assas. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Henri IV pour aller à Dauphine à Assas. C'est clair. Non, c'est certes, clair. ça a facilité. Par contre, je pense qu'ils n'ont même pas regardé nos notes. Ils ont vu établissement d'origine, ils ont fait OK, sans contact, pim, tu vois. Mais il y a des gens qui viennent de tous les horizons. C'est juste que c'est une expérience en soi dont certaines personnes se privent alors qu'elles ne devraient pas s'en priver. C'est ça le message. Maintenant, c'est pas la fin du monde. Franchement, je suis sûre, l'enfant, là, il aura si c'est ce qu'il veut, en tout cas, il ira là où il veut aller. Et il ira, ça se trouve, il va passer les concours. Il y a des gens, Henri IV, qui échouent les concours. Ça veut rien dire. Parce qu'il y en a, ils se disent, ils sont dans un engrenage. Le taux d'admission, quand tu as fait une prépa Henri IV, il est plus élevé. Donc ça. Pareil, à Assas, c'est la meilleure fac, donc ça veut dire que tu auras le barreau. Non, les résultats du barreau, ils sont sortis. À Assas, il y a eu un taux d'acceptation de, je crois, 20 ou 30%. Waouh. Et c'est pareil dans toutes les facs. Et c'est dans des masters hyper sélectifs. Je regardais pour droit des affaires. Donc, ça veut rien dire. Ouais, c'est vrai. Et je suis d'accord, et j'en suis un bel exemple aussi. Parce que j'ai pas fait le meilleur lycée, j'ai fait un lycée en province. Après, je me suis cherchée aussi dans mon parcours académique, j'ai fait de la médecine, j'ai fait du droit, et maintenant je suis à Dauphine. Et ça a été un parcours, mais pourtant, à la fin, je vais pouvoir prétendre aux mêmes opportunités que les gens qui ont fait Dauphine toute leur vie, les gens qui ont fait Henri IV, qui ont fait HEC. Donc, exactement. Faut croire en soi, et il faut se dire qu'il peut y avoir différentes étapes, mais il y a toujours une manière de contourner et d'arriver à son but à la fin. En fait, le supérieur, c'est super... comment j'allais dire ? Pas malléable, mais c'est flexible. Ouais, tu as le temps de t'expérimenter, faire des choses différentes, apprendre à te connaître aussi dans le parcours, et tu retomberas à un moment donné sur tes pieds si tu crois en toi et tu sais où tu vas aller à un moment donné. Donc, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'on est super jeune. Exactement. Exactement. Tu n'es pas obligé d'avoir ton bac plus 5 à 23 ans, 22 ans. Franchement, tu peux vraiment l'avoir plus tard. Complètement. Donc c'est bien le travail que tu fais vers ton livre aussi, donc la déconstruction et éduquer, je pense, la jeunesse, les plus jeunes, leur expliquer qu'il n'y a pas une seule voie, regardez celle que j'ai faite, mais il y en a d'autres en fait. Et vous pouvez vous imaginer autre chose. Et justement, je me demandais, est-ce que le fait, toi, d'être passé par ce cheminement-là, ça a changé ta vision de ce que tu pouvais faire ou ce que tu voulais devenir ? Est-ce que quand tu es entré en Henri IV, ta perception des possibles s'est élargie ? Bien sûr. Il y a des choses que j'expliquais pas auparavant. Mais comment un tel peut se retrouver dans tel endroit à 17 ans et demi ? Comment un tel peut serrer la main à un tel ? Comment un tel peut nous ramener un tel à une conférence ? Tu vois ? Et après, tu découvres les subtilités du réseau. Tu dis, ah, donc moi aussi, si je vais parler à telle personne au culot, je peux faire ça et tout. Oh, incroyable. Mais imagine, je peux parler à telle personne. Mais avant, il faut voir comment je faisais des schémas. Je peux parler à telle personne qui connaît telle personne et un jour, et waouh, et tu pètes un câble. Hein. Franchement, ça touche tellement les possibles. Tu dis, mais donc j'ignorais tout ça. C'est pour ça que j'ai fait tout un chapitre sur la prise d'information. C'est tellement important. Ouais. Tu croises des gens, oh waouh, t'as fait, je sais où. Non, demande exactement, oui, c'est alors les noms, surtout quand t'as pas ce capital-là, quand t'as pas ce réseau-là. Ouais, alors, qu'est-ce que ça t'a apporté en termes d'opportunités ? Ah, ça m'a apporté ça. Ah, mais telle opportunité, mais comment exactement ? Et là, il va dire, oh, j'ai appelé un mec qui s'appelait Gilbert, et en fait, il m'a dit que c'était pas possible. Et là, toi, tu te dis, ok, mais t'as dit quoi à Gilbert, du coup ? Et là, il te dit, oh, en fait, j'ai dit à Gilbert que, bon, malheureusement, Gilbert peut pas m'aider, mais est-ce qu'il connaîtrait pas quelqu'un ?
Et là, Gilbert m'a donné le numéro de quelqu'un. Et là, tu vois, des fois, la personne, elle connaissait même pas. Tu dis, on a souvent le piston facile dans ce genre de milieu. Mais c'est aussi beaucoup de méthodes, tu vois. Là, tu vois 2 personnes, piston. Il est passé par ces personnes pour arriver à cette personne. C'est ça. C'est plein de petits trucs comme ça que j'avais pas avant personnellement. Il y a des gens qui l'ont, moi je l'avais pas. Mais quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux pas faire? C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Typiquement, ma mère me disait toujours depuis que je suis petite, quand c'est toi qui as besoin d'une personne, c'est toi qui dois lui courir après. Ça veut dire que vous vous dites, oh, cette personne, elle garde les informations pour elle et tout. Sauf qu'en fait, tout le monde n'est pas prof. On n'est pas là pour vous imposer les informations dans votre tête. Ils sont pas payés par l'éducation nationale. Donc, c'est toi qui as besoin d'eux. C'est à toi d'aller prendre les informations. C'est toi qui en as besoin. C'est ton avenir que ça va changer. Donc, c'est à toi d'aller soutirer les informations de la personne. Tu vois, des fois, les gens, ils y pensent même pas. Ils y pensent pas, ou sinon, ils vont pas faire le lien. Comme tu l'as dit, Gilbert, il sait qu'il connaît ça, mais il va pas faire le lien quand tu vas lui poser la question. Tu lui as exprimé aucun besoin. C'est ça. Donc, il sait même pas s'il peut se rendre utile. Ça lui vient même pas à l'esprit. C'est pas que le système est contre toi. Tu vois, c'est juste que on sait pas ce que tu veux, donc on peut pas te donner ce que tu veux. Exactement. On sait même pas que tu veux quelque chose, donc on se met même pas en position de donner. Tu vois, c'est comme par exemple, on revient à la prise d'information. Moi, je suis pas en train de dire que en banlieue on étouffe les informations. Il y a le CDI, il y a le CDI. Il y avait tous les trucs ONICEP. Bon, j'y comprenais rien. Je feuilletais ça en diagonale, mais c'est là, avec les trucs orientation, ONICEP, l'étudiant, il y avait tout. Tu vois, finalement, c'est juste qu'on n'est pas éduqué à aller chercher l'information. Tu vois, moi, je traîne au CDI, on me voyait en folle. Je lisais des revues et tout. Après, quand je suis arrivée en récap, justement, ça a changé. Donc ça aussi, c'est un code que j'avais déjà, que j'ai consolidé. Ça m'aide de la lecture, de feuilleter, de m'intéresser à droite, à gauche. Ça, c'était valorisé. Et ça m'a fait du bien. Tu vois. Mais avant, j'étais la folle du coin. La récréation, elle est où? Elle est au CDI. Enfin, je dis pas que je passais toutes mes récréations au CDI, mais voilà. Le rat de la bibliothèque. Non, j'étais pas un rat de bibliothèque. Je reconnais, parce que moi, elle a toujours le livre dans ses bouquins. Donc, je comprends. Mais même maintenant, elle a toujours un livre dans... Bon, c'est vrai, j'ai toujours un livre sur moi. Mais bon, voilà, ça fait pas de moi un rat de bibliothèque. Et je me demandais, est-ce que la question de la représentation t'a traversé l'esprit quand tu es allé à Henri IV ou à Assas? Est-ce que tu t'es dit, il n'y a pas assez de personnes comme moi et j'aurais aimé qu'il y en ait d'autres? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit ou pas du tout? Bon, Assas, non, parce que du coup, quand t'as fait 3 Henri IV, tu te poses plus trop ce genre de questions, a priori. En tout cas, c'était pas mon cas, je me suis pas posé ce genre de questions. Quand t'arrives en Henri IV, au début, parce qu'il y a la naïveté tu veux qu'on te prenne sous l'aile, tu vois. Tu veux aller dans les jupons de maman et tout. Et en fait, quand t'évolues dans le monde adulte, tu te rends compte que les gens ont pas ton time, tu vois. Il y en a, qui veulent te prendre en poulain et tout, mais les gens aussi font leur vie. Tu veux quelqu'un comme toi, finalement, pourquoi? Tu vois, on dit, par exemple, je sais pas moi, Ramayad, par exemple. Vous êtes allé lui parler? Non. Alors, donc, qu'elle soit là ou tu vois, ok, bon, écoute, Ouais, non, c'est vrai, ça t'empêche pas de ça t'empêche pas de savoir ce que tu veux et d'y aller. Et des fois, il y a des gens qui te ressembleront, qui auront pas du tout ce sens d'intérêt, ou il y a des gens qui vont te ressembler et qui viendront pas du même milieu social que toi. C'est très réducteur de toujours courir après quelqu'un qui te ressemble absolument. Ouais, je suis d'accord, mais pas trop, parce que je me dis que quand tu grandis et que tu gagnes en maturité, c'est des choses que tu comprends. Mais quand t'es plus jeune, ça a forcément un impact de voir des gens qui te ressemblent. Par exemple, quand on voit l'effet qu'a eu Black Panther, par exemple, vous voyez le film, les enfants regardaient la télé, ils s'identifiaient, ils étaient contents de voir un héros noir enfin, etc. Donc, qu'on le veuille ou non, pour moi, la représentation quand même crée des choses intellectuellement. Ah, mais ça, on est d'accord. Même quand j'ai vu Woman King, tout ça, mais là, on parle de grand écran. Moi, je pensais que tu parlais Henri IV. Oui, aussi. Je me dis, si tu vois d'autres personnes noires, femmes noires issues de banlieue à Henri IV, peut-être que toi, ça te conforte aussi dans ton identité et dans ton parcours, d'une certaine manière. Quand t'es plus jeune, parce qu'en fait, ta question, c'était plus de représentation. Non, est-ce que t'as eu un questionnement au niveau de la représentation? Est-ce que tu t'es dit que t'aurais aimé qu'il y ait plus de gens comme toi s'il n'y en avait pas assez? C'était ça ma question. Peut-être que c'était pas très clair. Mais... Bah, du coup, oui, je me le suis dit au début, et en grandissant, tu te rends compte que c'est toujours le même problème. Hein. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Enfin, il peut y avoir 1000 personnes qui te ressemblent et ça veut pas dire que. Tu vois. Mais évidemment, sinon, j'aurais pas sorti le livre si j'attachais pas une importance à la représentation. Maintenant, bon, on va toujours pousser des trucs à l'extrême. Est-ce qu'il faut un quota de personnes issues des minorités dans les classes? Non. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui aiment bien pousser.
Tu vois, par exemple, là, je vais dire, il faut de la représentation, et ça va nourrir... non. Tu vois, au bout d'un moment, oui, la représentation, c'est important. Quand je suis arrivée, je me suis posé la question, mais quand on est arrivé, il y en avait quelques-uns, tu vois, auxquels on pouvait s'identifier. Maintenant, est-ce c'est qu'on vrai pouvait que... vraiment s'identifier à ces C'est ça, personnes-là? mais est-ce qu'on En pouvait fait, vraiment on avait en s'identifier? commun la couleur de peau, C'est mais on ça. n'avait pas les mêmes centres C'est d'intérêt, les mêmes réducteur visions un de la peu, vie. juste à la couleur de peau, tu vois. C'est ça. En soi, même si on parle juste d'Africains, il y avait des Arabes, ils sont là. Tu vois, au début, t'en veux plus parce que, je sais pas, parce que t'as envie t'as envie de cette représentation-là. Mais maintenant, quand tu vas leur parler ou quoi, enfin, c'est des êtres humains. Enfin, je sais pas, c'est pas la couleur de peau qui va faire que tu auras des meilleures notes. Je sais pas, tu Je vois. pense qu'en grandissant, les critères qui vont un peu former ton entre-soi, ils évoluent. C'est-à-dire que quand tu es plus jeune, peut-être que tu vas prendre quelqu'un qui te ressemble, on a la même couleur, on a la même couleur de peau, on a le même prénom. Enfin, des fois en maternelle, quand tu entends les arguments qui fait que des enfants traînent ensemble, c'est un peu simple comme ça. Et après, quand tu grandis, ça va être vraiment d'autres facteurs, je pense, qui sont plus tournés vers l'avenir. C'est ça. En gros, il faut un entre-deux. Donc, il faut pas non plus avoir un quota de représentation absolue. Il faut une moitié de personnes issues d'eux et une moitié d'eux. On va pas rentrer dans cet extrême-là. Il faut pas personne non plus. Il faut juste un juste milieu et savoir ce que toi tu veux finalement, tu vois. Parce qu'il peut y avoir 1000 personnes qui te ressemblent et tu peux toujours avoir un parcours différent. En fait, c'est trop large la représentation. Ça veut dire quoi la représentation? Parce que quand on dit représentation, moi je pense à quelqu'un, une personne à laquelle tu peux t'identifier. Mais même juste sociabiliser. Genre, par exemple, moi, je sais que j'ai toujours été la seule noire de ma classe dans plein de situations, et que tu le veuilles ou non, vu que tu es différent, mais à un moment donné, vous avez pas forcément les mêmes rêves, vous n'avez pas les mêmes codes, vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, et ça se ressent dans ta manière de sociabiliser. Tu vois, tu peux te retrouver un peu à l'écart ou avec peut-être un ou deux amis, mais il y a la masse à laquelle Mais c'est ça le piège. Tu rentres pas, c'est ça le piège. C'est pour ça là, je savais pas trop comment répondre à ta question. Donc, attends, en gros, t'es en train de dire que, ok, t'étais la seule noire, donc ok, pas les mêmes codes, on s'isole, machin. Donc, est-ce que t'es en train de dire, si je comprends bien, que s'il y avait plus de noirs, t'aurais plus de gens avec les non, pas forcément. Je dis que ça peut aider, ça peut le faciliter. Quand t'as c'est factuel. Quand t'as des personnes qui viennent un petit peu des mêmes milieux, etc., vous avez plus de choses parfois en commun, pas tout le temps, mais vous avez souvent plus de choses en commun qui fait que tu sociabilises plus facilement. Moi, je suis d'accord avec Même milieu, oui. Même Maintenant, même milieu, oui. Enfin, ou même genre en fait de blagues, c'est ça, rien que ça, des rêves, des blagues, et le fait que vous ayez le même départ, et du coup ce qui fait que vous avez les mêmes problématiques auxquelles vous devez faire face, ça fait que vous arrivez à vous souder, et du coup là où une personne qui n'est pas du tout du même milieu que toi, elle comprendrait pas certaines problématiques, une personne qui est issue du même milieu, elle va les comprendre, et non, du ça, coup je suis par exemple quand d'accord. tu vas te livrer, tu auras moins besoin de rentrer dans les détails ou même d'être dans le politiquement correct et tout pour exprimer ce que tu ressens, tu vois. Oui, là je suis d'accord, et surtout dans ton cas aussi, t'étais seule. Et il faut pas mélanger, il y a des personnes aussi qui s'isolent toutes seules aussi. Tu vois, toi, c'était pas ton cas, c'était pas ton cas, mais voilà. Par exemple, nous, on était en R4, on était deux, on était d'autres noirs, mais on est resté à deux, majoritairement. Après, on a sociabilisé et tout, mais le dur, on est deux. Est-ce que ça aurait changé quelque chose qui est 15 autres noirs? Concrètement, ça n'aurait pas changé, mais à midi, par exemple, quand on se réunissait, on avait tendance à manger avec les autres personnes noires, parce que du coup, on allait commencer à rire, quand tu lançais tes vannes, tout le monde allait les comprendre, et puis voilà, ça passait mieux, tu vois. Oui, mais ça c'est un fait. C'est un petit entre-soi. C'est un fait. Mais maintenant, si je suis un peu tournée solution, du coup, on dit qu'il en faut plus, tu vois, on dit qu'il en faut plus pour dire, ou on dit tu vois, on fait quoi? Non, on dit que c'est important de déconstruire certains cheminements de pensée pour que d'autres noirs comme toi, qui te ressemblent, aient envie aussi de faire les mêmes parcours que toi, tu vois. Et peut-être que, justement, le fait de dire qu'on n'est pas assez représenté, etc., ça change de la mentalité de certaines personnes qui vont nous écouter et qui vont dire, moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux aller là et peut-être qu'il y aura plus de personnes. C'est peut-être utopiste, mais le fait de reconnaître qu'il n'y en a pas assez, pour moi, c'est aussi une démarche vers améliorer peut-être les choses, tu vois. Après, je pense aussi qu'il y a une question de personnalité, dans le sens où toi, tu as plus un
un caractère de leader. Donc peut-être que tu n'as pas besoin de cette représentation. Mais du coup, ceux qui vont avoir moins une personnalité de leader, ils auront besoin de cette représentation, de se dire, il y a une personne qui a fait le premier pas avant moi, c'est safe, donc je peux y aller, tu vois. Après, toi, tu n'as pas cette personnalité-là. Donc, oui, c'est peut-être pour ça que tu ressens pas. Moi, je me suis pas sentie mal qu'il n'y ait pas plus de personnes comme moi, parce que j'avais l'équilibre entre ma maison, mes amis, etc. et l'école. Mais il y a des gens pour qui c'est problématique. On le disait au début, que vous avez des personnes qui ont décidé de quitter parce qu'ils se sentaient pas à leur place. Ils disaient qu'est-ce qu'ils font là et tout. Et moi, j'ai même déjà entendu ça aussi dans mon entourage. Et comme toi, je suis aberrée quand j'entends ça. Mais c'est factuel qu'il y a des personnes qui ont besoin de cette représentation-là. Oui, mais ok, là on parle du lycée. Mais plus tard, dans la vie professionnelle, tout ça, c'est un raisonnement qu'on ne doit pas appliquer partout, en tout cas. Ah, mais moi, je suis d'accord. Je suis d'accord et tout, mais après, quand tu appliques le raisonnement en entreprise et tout, on est quand même en Occident, enfin, voilà, quoi. Je veux juste pas que... Parce que faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, parce qu'on est écouté, et souvent aussi par des plus jeunes et tout, qui vont pas aller faire de la dialectique sur ce qu'on dit, tu vois. Et il y en a, justement, qui se disent, ah bah, comme je suis pas assez représentée, je vais pas y aller. Ouais. C'est pour ça, j'évite, tu vois, j'ai fait le livre, c'est pas pour rien. Mais j'évite non plus, ok, vous devez avoir un lit douillet pour vous allonger. Oui, non, mais il faut pas, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi, faut pas tomber dans ça. Je fais un petit disclaimer quand même, parce que les conditions seront pas toujours optimales pour que tu arrives dans un milieu. Sinon, justement, tu iras nulle part. C'est bien pour ça qu'on est des minorités. Voilà, exactement. Oui, exactement. Donc, mais c'est pour ça que la discussion est là, en fait. C'était surtout savoir si toi, t'avais ressenti ce sentiment-là. Oui, je l'ai ressenti, oui. Au tout début. Après, et concrètement, ça se manifestait comment? Tu te disais quoi? Non, je me suis dit, on n'est pas beaucoup, hein. C'est tout. C'est tout. Mais tu t'es pas dit, oh là là, comme on n'est pas beaucoup, et ça t'a fait penser à d'autres trucs. Tu t'es pas dit, oh ça va impacter mon expérience ici. Au début, il y avait aussi beaucoup d'immaturité. Je me suis dit, oh, ils ont des délires hauts, je vais m'ennuyer. Des petits trucs comme ça. Mais après, il y avait aussi le goût de l'aventure, tu vois. Je me suis dit, ça, c'est des choses que je connais pas. J'ai envie aussi de savoir comment ça se passe là-bas. Donc, écoutez, on va découvrir. Ouais. C'est la mentalité à avoir, je pense, quand on va dans un endroit, un espace qu'on ne connaît pas, en fait. C'est ça, va directement à la découverte. C'est comme si t'es en voyage. Tu te dis pas, ouh là là, je suis au Cameroun, pourquoi il y a que des Camerounais là? Tu vois? Non, tu te dis, ok, bon, c'est pas ma culture, je vais apprendre à piler le foufou, enfin, tu vois, je sais pas. C'est cette mentale, en tout cas. Faut être un aventurier, faut être un explorer. Ouvert d'esprit. Et pour finir, on avait une question. Si tu devais t'adresser à une jeune fille de banlieue qui rêve d'intégrer une grande école, mais doute de sa place, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je lui dirais, prends un bon temps d'introspection. Prends le temps de savoir ce que tu veux, ce que tu veux pas. Et on va pas rentrer dans le truc de, je dis pas qu'à 18 ans, tu dois savoir où tu vas dans la vie, parce que c'est toujours évolutif, mais tu dois connaître ton tronc commun. Tu vois, peu importe les changements de personnalité, la crise d'adolescence, qu'est-ce qui est resté? Tu vois, qu'est-ce qui est resté? Parce que ce qui est resté, ça va rester encore quand tu seras adulte et ça va influencer tous tes choix. Tu vois, donc quel est le tronc commun vraiment que je veux maintenir? Et en fonction de ça, tu prends tes décisions et tu t'entoures bien, c'est super important. Mais en tout cas, merci beaucoup Jenna Teka pour ta venue et pour tes belles réponses. On a bien discuté, c'était cool. Ça fait vite. Merci beaucoup. C'est passé vite. Merci beaucoup et merci aux auditeurs de Saouti PDA. Et on vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Au revoir.